êtes bien dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. La réforme de la carte des régions fait des vagues dans toute la France et en particulier en région Languedoc-Roussillon. Les élus socialistes de cette région sont en colère. Toujours pas de solution pour la réforme des rythmes scolaires à Marseille. Le maire ne veut pas en entendre parler, mais le rectorat s'impatiente. Le temps presse. À Nîmes, les apprentis facteurs ont prêté serment aujourd'hui. Comme dans d'autres professions, les facteurs ont un code strict et des obligations à respecter. Et puis dans ce journal, nous vous proposerons une visite dans un laboratoire d'Aix-en-Provence spécialisé dans la certification des objets vendus dans le commerce, un lieu où l'on aime bien les maltraiter, ces objets. Mais tout d'abord, donc, François Hollande a tranché. Le Premier ministre, le 1er janvier 2015, la France métropolitaine ne comptera plus que 14 régions et non plus 22. Certaines d'entre elles vont fusionner. C'est notamment le cas de Languedoc-Roussillon qui va s'allier à Midi-Pyrénées. Une décision qui ne passe pas, notamment auprès des élus socialistes de la région. Au reportage, Olivier Roiran. Le Languedoc-Roussillon rattaché à Midi-Pyrénées, c'est le projet du président de la République pour réduire à 14 le nombre de régions. Une réforme territoriale qui met en colère deux autres présidents, l'un régional, l'autre départemental. Quand je vois que le Languedoc-Roussillon est pas pris en compte et méprisé à ce point, quand vous voyez le travail qui a été fait ici, qui est un moteur de croissance pour la France exceptionnel par ses nouveautés, et puis sur le plan arithmétique, le président de la République avait dit je maintiens à 11 et je ne bougerai pas. En fait, je me rends compte que hier soir à l'Élysée, vous êtes tous au courant des allées et venues. C'est une carte des copains qui a été dessinée. La région Languedoc-Roussillon a fait un travail considérable et aujourd'hui je suis totalement, je lui ai dit ce matin, solidaire de mon ami Christian Bourquet lorsqu'il voit que on le vend à la découpe un peu à Midi-Pyrénées. J'ai honte de ce gouvernement qu'il puisse imaginer de tuer la démocratie locale comme il est en train de le faire. Un projet qui ne passe pas comme la mort annoncée des départements pour 2020. Mais sur la nouvelle donne régionale, d'autres voix se font entendre à Montpellier. Le nouveau patron de l'agglo et de la ville soutient le chef de l'État et son gouvernement, dirigé par son ami Manuel Valls. Moi personnellement, je suis favorable à la modernisation de l'État. Donc je considère que cette réforme est bonne. D'autres gouvernements s'y sont attaqués et je n'ai jamais exprimé un avis contraire à la simplification du millefeuille territorial. La seule chose qui m'importe, c'est que Montpellier ne perde pas sa place. Il y aurait deux grandes métropoles, l'une qui serait plutôt tournée vers le secteur aéronautique, informatique, c'est Toulouse, et puis une autre qui serait plutôt dirigée vers le secteur universitaire et politique et administratif. Montpellier qui pourrait devenir métropole dès 2015. Quant à la nouvelle carte des régions, elle devra passer le filtre de l'Assemblée et du Sénat, une étape périlleuse pour le gouvernement. Autre réaction, celle du président socialiste de la région PACA, Michel Vauzel, qui de son côté est plutôt satisfait d'apprendre que la région qu'il préside restera la même. On l'écoute. C'est une région qui se suffit à elle-même, elle n'a pas besoin d'aller empiéter sur les autres régions. C'est ce que j'ai défendu, j'avais l'appui des élus pour ça, le président de la République l'a accepté, et c'est pour ça que nous nous retrouvons avec ce résultat qui me fait vraiment plaisir, parce que je crois que nous sommes une grande et belle région, sans essayer de prendre d'autres régions ou d'être mariés, comme on dit, avec d'autres régions. Ça n'est pas en rassemblant d'immenses régions, comme c'est le cas dans le nord du pays, dans le projet du gouvernement, qu'on crée plus de richesses. Quelquefois même, on en crée moins. Donc notre région est très grande, très peuplée, elle a tous les moyens pour se développer, nous n'avons pas besoin d'être la plus grande région par la superficie. Voilà pour ces propos recueillis par Florence Giroux et Jennifer Chenet. Autre titre ce soir avec un débat qui n'en finit plus à Marseille, celui de la réforme des rythmes scolaires. Le maire Jean-Claude Gaudin est fermement opposé à la semaine des 4 jours et demi. Il l'a dit à plusieurs reprises. Le problème, c'est que la rentrée 2014 approche à grands pas et que le rectorat demande à la municipalité de s'organiser. Les précisions avec ce reportage de Sidonie Canetto. L'heure des grandes vacances approche, mais les écoliers marseillais et leurs parents ne savent toujours pas comment va s'organiser la prochaine rentrée. Qu'on décide une organisation ou une autre, qu'on décide de ne pas la faire cette réforme. C'était il y a 6 mois, il y a 1 an qu'il fallait le dire. C'était 14
14 semaines de la rentrée. C'est trop tard. Donc, soit on va au bout de ses idées et on a le courage de ses opinions et on va au bout des choses, soit on change comme ça à 14 semaines de la rentrée, c'est pas admissible. Si en janvier dernier, la ville de Marseille a proposé un projet prévoyant une sortie de classe quotidienne à 15h45 et le mercredi travaillé, 3 mois plus tard, le conseil municipal a voté un moratoire contre la réforme des rythmes scolaires. Nous évaluons que du mois de septembre à la Noël, cela coûterait 9 millions. Que sur une année pleine, ça coûterait plus de 20 à 25 millions d'euros. Donc on ne peut le faire qu'en augmentant les impôts et je ne veux pas augmenter les impôts. Le rectorat de son côté a communiqué aux enseignants la nouvelle organisation pour la rentrée prochaine sur la base de la proposition communale de janvier dernier. Ça veut dire que les enseignants vont travailler de telle heure à telle heure, tel que c'est défini par l'inspection d'académie. Ensuite, au niveau de la ville de Marseille, donc on est quand même dans un dispositif national, même si nous on le récuse, et le préfet a le pouvoir de contraindre le maire de Marseille d'appliquer le dispositif tel qu'il a été défini. Le recteur d'académie laisse jusqu'au 6 juin à la municipalité de Marseille pour faire une dérogation et proposer un projet éducatif alternatif. En bref, souvenez-vous, c'était le 7 août 2009, une marée noire dévastait les plaines de la réserve naturelle de la Crau. Des milliers de tonnes de pétrole se sont alors déversées suite à la rupture d'un pipeline. 5 ans après l'entreprise responsable de cette pipeline, la SPSE, comparée en justice pour répondre de cette accusation. Le procureur du tribunal correctionnel de Tarascon a d'ailleurs requis cet après-midi 250 000 € d'amende pour négligence. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Lucie Secconi. Une preuve de vie. Serge Lazaveric, enlevé par AQMI en novembre 2011 au Mali, est apparu dans une vidéo diffusée aujourd'hui par une chaîne basée à Dubaï, dans laquelle il appelle le président François Hollande à agir pour sa libération. Flanqué de 2 hommes en armes, l'otage, barbe fournie et portant un turban noir, a indiqué s'exprimer le 13 mai 2014 dans la vidéo diffusée par la chaîne Al-Ahan. L'État français n'a pour l'instant pas réagi. Christiane Taubira a présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale son projet de loi sur la réforme pénale. Un texte censé prévenir la récidive et désengorger les prisons, avec notamment la très controversée peine de probation. Manuel Valls a qualifié de mensonge l'accusation de la droite, selon laquelle l'objectif de la réforme du gouvernement serait de vider les prisons, et a reproché à l'opposition de faire monter le FN avec cet argument. Une perquisition s'est déroulée en fin de matinée au domicile de Guillaume Pelletier, vice-président de l'UMP et cofondateur du courant La Droite Forte. La police judiciaire de Nice enquête sur une affaire de favoritisme et de prise illégale d'intérêt présumé dans l'attribution d'un marché public à Menton, qui impliquerait la société Big Malion et celle de Guillaume Pelletier comme un plus établi chez lui. Retour à votre actualité locale. On ne le sait pas forcément, mais la profession de facteur est régie par un code. Les apprentis doivent prêter serment, comme dans d'autres professions. Aujourd'hui, au centre de formation des apprentis de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, 20 élèves inscrits dans un CAP distribution d'objets ont participé à la cérémonie. Reportage Olivier Michel. Votre courrier est un bien précieux. Et pour le prouver, sachez que votre facteur est assermenté. Un fait peu connu, mais qui date pourtant de la loi du 20 août 1790, qui imposa à tout postier de prêter serment lors de sa prise de fonction. Je m'engage à respecter scrupuleusement l'intégrité des objets déposés par les clients, l'inviolabilité et le secret des correspondances et des informations concernant la vie privée d'autrui. Ils s'engagent à respecter la confidentialité des informations qu'ils ont, à être totalement probes, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas prendre et mettre dans la poche le courrier qu'ils ont, et ainsi intègres. Après avoir réussi leur concours d'entrée, ce matin, ils étaient 20, apprentis facteurs, à débuter leur CAP en alternance et à prêter serment, un moment où l'on prend la mesure de son engagement. Ça représente quelque chose de solennel et d'important. Ça montre qu'on intègre quand même une institution française importante. C'est un contrat moral entre moi et la société La Poste qui m'engage. On a de l'argent entre les mains, des colis, faut pas faire n'importe quoi avec, donc c'est pas n'importe quoi comme métier. Un métier qui sera le leur dans 9 ou 12 mois, le temps d'obtenir le CAP distribution d'objets service courrier. Pour
chaque produit que vous achetez en magasin, il y a des normes de qualité et de sécurité à respecter. Des normes qui doivent être vérifiées par des organismes de certification. Il en existe justement un à Aix-en-Provence, une sorte de laboratoire où toutes sortes d'objets sont torturés pendant des heures. Reportage Ali Martiniki. C'est dans ces laboratoires d'Aix-en-Provence que des produits électroménagers, des outils de bricolage et autres objets à usage domestique sont testés. L'objectif également, c'est de mesurer les parties accessibles par le client et utilisables par le client, donc notamment la poignée de four pour pouvoir l'ouvrir et le fermer, les boutons de commande. Dans cette pièce, la couture d'un tissu est à l'étude. C'est un appareil de traction, donc on vient déterminer la force qui est nécessaire à la rupture de la couture. On voit très bien là qu'en fait la fibre qui était derrière dans la couture, c'est complètement détissé. LED, néon, halogène, les ampoules existent sous plusieurs formes. On mesure leur puissance ainsi que leur classe énergétique. Ça nous permet de voir les caractéristiques principales qu'on trouve, les allégations principales qu'on trouve aujourd'hui sur le packaging des luminaires, et ça nous permet de calculer si la classification énergétique, comme on le voit sur le panneau, est bonne ou pas. Les normes sont de plus en plus strictes, les consommateurs, eux, de plus en plus exigeants. Nous voulons savoir en avance, quand on achète un produit, s'il va durer ou pas. L'objectif, c'est d'abord de vérifier qu'on met à disposition des produits sur le marché qui sont sûrs pour le consommateur. Ça, c'est le premier pilier. Donc on contribue à cela. Le deuxième pilier, c'est de mettre à disposition des produits durables. Si la durée de vie des produits est parfois difficile à évaluer, la vie du consommateur est au final un bon curseur pour juger leur fiabilité.